Alors, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Avant que j'oublie, je remercie aussi Alain Clot et aussi la déléguée générale des FinTech pour tout ce qu'ils font pour les FinTech et qui font que maintenant on est vraiment une vitrine au niveau international en tant que région. Donc c'est assez formidable, puis au niveau national aussi. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est là pour vous aider à réaliser vos projets. J'entendais à l'instant la jeune femme qui disait voilà, il faut être très fort sur la tech, etc. Nous, alors on a évidemment des solutions de financement. Donc à toute étape de votre projet, on essaye de vraiment regrouper, d'être là, d'être un peu couteau suisse pour, quel que soit le stade de votre projet, quelle que soit l'ambition du projet, l'ampleur du projet, on soit là. Et quel que soit le territoire, évidemment, aussi, parce que l'Île-de-France, c'est 8 départements sur le territoire. Donc, on a développé un panel. Donc, ça va de je crée ma boîte. Donc, avec, on va financer des incubateurs, on a un dispositif qui s'appelle Entrepreneur #Leader qui va vous accompagner. Parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'on est la région où on crée le plus d'entreprises. On a à peu près 26% des créations d'entreprises au niveau national. Mais ces entreprises, elles créent moins d'emplois, elles sont moins pérennes. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs se font moins accompagner. Pourquoi ils se font moins accompagner? C'est un peu contre-intuitif, mais ils se font moins accompagner parce qu'il y a trop d'offres. En fait, il y a tellement de choses en Île-de-France que l'entrepreneur, il arrive, il est un peu perdu, et donc il renonce à se faire accompagner. Or, quand on se fait accompagner, on double ses probabilités d'être à 5 ans d'existence. Donc nous, c'est pour ça qu'on essaye de simplifier. On essaye de vous simplifier la vie aussi. Je sais, il y a peut-être une peur des collectivités, de l'administration. Ça peut être effectivement complexe. Nous, alors moi j'ai été entrepreneur, c'est aussi pour ça que je suis à cette position, je pense, à la région. Valérie Pécresse m'a fait confiance là-dessus parce que je passe ma vie à me mettre à votre place. Et c'est pour ça aussi on est très preneur de feedback parce qu'on veut toujours s'améliorer et simplifier les processus administratifs. Donc on a déjà beaucoup avancé, il y a encore du boulot. Mais donc c'est, par exemple, simplification de ce parcours entrepreneur #leader. Donc vous avez bien compris, on a envie d'être leader. On est première région économique d'Europe. On a 40% de la recherche française, 25% des étudiants. On a cette ambition pour notre région, grâce à vous tous, qui renforcez notre écosystème et faites qu'il est autant une vitrine dans tout un tas de secteurs, dont les fintech. Et donc ce parcours de simplification et d'aller le plus possible au devant de chacun. Par exemple, on a un vrai sujet, alors moi je sais pas, là dans la salle je vois un peu, mais je suis assez habituée maintenant. Par exemple, on a un sujet de femmes entrepreneurs. J'ai pas les pourcentages sur les fintech, mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et donc on se fixe aussi des objectifs en termes de public qui ont plus de mal peut-être à aller demander des aides aussi encore plus que les autres, ou qui se sentent pas, qui se mettent des barrières à elles-mêmes, etc. Et après, plus vous grandissez, plus on développe les possibilités. Vous connaissez certainement peut-être avec la BPI InnovUp, on finance massivement. Et pas que de l'innovation tech, d'ailleurs je le dis au passage, aussi de l'innovation sociale, etc., pour pouvoir vous accompagner. Samedi, on organise un énorme événement à la région. Il y a 1500 inscrits, Entrepreneur Coaching Day, où il y a tout un tas de masterclass, etc., pour justement répondre aux besoins qui seraient les vôtres. Donc voilà, on est vraiment... Et après, bien sûr, on agit... c'est vraiment bon. À résumer en 5 minutes, c'est compliqué, mais par exemple, sur les grands lieux d'innovation, on va prendre aussi des technologies, des sujets pour nous d'avenir, par exemple le véhicule autonome, l'hydrogène, etc. Et on va financer là des très gros projets, parfois aussi avec des grands groupes, pour prendre un temps d'avance. Par exemple, on va aider Atos sur le supercalculateur quantique parce qu'on estime qu'on a un temps d'avance à prendre au niveau de la région avec ça. Et dernière chose qu'on fait et qui peut aussi vous intéresser, c'est qu'on a... C'est incroyable ce qui se passe dans cette région. Il y a tellement de talents dont vous faites partie. Mais parfois, les gens ne se parlent pas, ne sont pas en contact. Donc, un de nos rôles aussi, c'est d'être un espèce de grand organisateur, un géo où on va mettre en relation des grands groupes et des startups. Donc, je vous donne un exemple super concret qu'on a fait récemment sur l'intelligence artificielle. On a pris Gustave Roussy, qui est le centre leader de lutte contre le cancer en Europe. Et on leur a demandé, c'est quoi votre problème principal aujourd'hui? Ils nous ont posé une question sur la récidive du cancer du sein. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, comment on répond à cette question? On a fait un appel à projet. Donc, il y a plein de startups qui ont candidaté. Donc, il y avait un prix, il y a toujours un prix financier pour aussi attirer. Donc, c'était 1,5 million en l'occurrence. Et les startups ont candidaté. Il y a une boîte qui a gagné. Donc, Gustave Roussy a mis 10 ans de data à disposition pour le challenge. Et ils ont crunché tout ça, etc. Puis, il y a une boîte qui a gagné qui s'appelle Hawkin. Non seulement elle a gagné le prix, mais ce que je trouve encore plus important, ce qu'elle a gagné, c'est que maintenant, elle travaille à long terme avec Gustave Roussy. Elle a implanté
chez Gustave Roussy, et c'était deux mondes qui ne se parlaient pas. Donc ça aussi, on est en train de le faire avec Dassault sur l'industrie. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, parce qu'on veut mettre en relation toutes les composantes de cet écosystème. Donc voilà, en très résumé. Juste demander à Alexandra s'il y avait des spécificités sur la FinTech. Tu parlais un peu potentiellement d'accélération, parce qu'en effet, souvent, il y a des lourdeurs administratives. On en parlait aussi, de relations avec... c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Nous, on est ouvert à tout. C'est-à-dire que quand je fais ça avec Gustave Roussy, c'est parce qu'ils sont venus nous voir et qu'ils nous ont dit on a ce problème. Donc c'est ça aussi le fait. C'est pour ça qu'on soutient aussi des événements comme ça et qu'on est partenaire depuis le début. C'est parce qu'on veut que vous ayez la facilité de venir à nous et nous proposer aussi des choses. Et par quel moyen on vient à vous? Bah voilà. Par email? Ouais, on vient de voir là. Ouais, alors puis... pas LinkedIn. J'entendais LinkedIn tout à l'heure, c'est un cauchemar. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y en a pas certains d'entre vous qui ont essayé de m'écrire sur LinkedIn parce que je ne fais plus face. Mais mail ou... Enfin, on essaye aussi, c'est pour ça que je viens dans ces événements, c'est pour être voilà, identifié, disponible et que vous sachiez qu'il y a ça qui existe. Parce que, comme je disais, parfois la grosse machine régionale, on se dit, bon, on va pas aller là-dedans, on va perdre trop de temps, etc. Alors que je pense, et c'est pour ça aussi qu'on intègre des entrepreneurs, etc. dans tout ce qu'on fait à la région. Moi, la stratégie industrielle, je la bâtis avec un industriel. C'est pas pour faire joli, c'est pour répondre le mieux à vos besoins. Donc pareil, donc Alain Clos, typiquement, on est en relation permanente via Guillaume qui est là, qui est le conseiller de Valérie Pécresse économique, et on est en relation permanente, et donc dès qu'il y a une idée, nous, c'est vrai qu'on a une agilité que l'État n'a peut-être pas sur certains sujets où on peut mettre en œuvre comme ça si on trouve que l'idée est bonne, bien sûr. Une sorte de co-construction tripartite. Donc n'hésitez pas à proposer des choses, et nous après, c'est pas que des financements, je le répète, parce qu'il y a les financements. Je pense que bon, on arrive aussi à lever sans fonds publics. Il y a les financements, mais il y a aussi comment on rassemble l'écosystème. On a mis aussi en lien les pompiers avec des startups. Les pompiers, ils veulent faire des choses, ils veulent progresser sur tout un tas de sujets, être plus performants. Ils sont incapables. Ils ont fait des trucs un peu de façon artisanale en interne, alors qu'on a un écosystème qui est complètement ouvert à travailler pour, par exemple, des services de secours. Donc voilà, nous, c'est ça ce qu'on fait. Merci, c'est très concret. Je confirme, parce que nous on s'est rencontrés, tu étais venu à l'inauguration de mes bureaux dans le 17e. Tout à fait. Avec Geoffroy Boulard, et j'avais remarqué que vous étiez très à l'écoute. Et justement, pour venir là-dessus au sujet du jour, vous vous déplacez dans beaucoup d'événements, vous êtes présent, vous vous déplacez aussi dans beaucoup d'événements, présent dans les médias, on voit vos visages partout, etc. Cette figure de l'entrepreneur, aujourd'hui, elle est sur pas mal de start-up, de tech et de fintech. Enfin, je le disais tout à l'heure, mais typiquement, moi, je veux parler souvent sur mes podcasts au CEO, et je pense que c'est, ou au co-founder d'ailleurs, plus généralement, où voilà, j'ai l'impression que c'est assez généralisé. Vous voyez le nom de leur société, on va éviter de vous expliquer ce qu'ils font, parce que sinon on ne va pas avoir assez de temps. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas? Par exemple, tu as vendu ta boîte à la Société Générale. Et notamment, moi, je pourrais me dire, dans ces moments-là, il y a un moment où peut-être on va plutôt essayer de tasser un peu tout ça, parce qu'il va y avoir une petite transmission au fur et à mesure de la société. Et donc, le CEO, le co-founder, il doit plus ou moins disparaître. Bonjour tout le monde. Je vais direct avec une... Ouais, là, je vais être obligé de répondre à ça en premier du coup, parce que en ce moment, il n'y a pas de transmission, en tout cas pour le coup. Je dis ça parce que c'est important de l'avoir en tête. En l'occurrence, avec mon fondateur, il n'est pas là, donc je parle en mon nom. Moi, j'adore bosser chez Shine. C'est de loin l'expérience professionnelle la plus épanouissante et la plus chouette que j'ai eue. On a encore plein de trucs à faire, l'équipe est extraordinaire et du coup je m'éclate, et donc on n'est pas sur des sujets de transmission. Non, mais en fait je veux dire à long terme. Non, mais je suis obligé tu vois ce que oui, non, pardon. Oui, mais à long terme, en fait, à long terme, je suis complètement d'accord, et c'est un peu un truc subi chez nous. On aimerait, enfin, une société quand elle fonctionne, c'est parce qu'il y a plein de gens, dans notre cas un peu plus de 100 personnes, 130 on est, qui bossent ensemble pour faire que les choses sortent. Et notre volonté, c'est de faire en sorte que le plus de personnes possible chez Shine puissent prendre la parole dans les médias. Et effectivement, c'est une difficulté qu'on rencontre, parce que tu l'as très bien dit, très souvent, les journalistes ou dans les podcasts, etc., on demande à parler à l'un des dirigeants et si possible des fondateurs. Et nous, on voudrait éviter ça.
Je trouve que les gens de chez Shine, quand ils viennent parler de leur sujet, que ce soit les RH, la transition écologique, les aspects opérationnels et techniques, etc., sont mieux placés que moi pour le faire. Ça ne peut pas être tout le monde non plus, parce que ça demande un peu de préparation, puis c'est un métier comme un autre de parler en public. Mais on trouve que c'est plus représentatif de la vie de l'entreprise et plus intéressant pour les gens quand quelqu'un d'autre peut le faire. Mais finalement, c'est un cheminement assez normal. Je veux dire, au début, vous êtes 3, 4, on en parlait tout à l'heure, donc tu veux l'un des 3, 4, puis il y en a un qui sort un peu. Et puis surtout, c'est un peu, ça commence comme ça. C'est-à-dire que quand on n'est que 3 dans la boîte, au tout début, il faut bien en parler, et donc c'est l'un des 3 qui va venir. Tu n'as pas ton VP People qui non, peut voilà, venir il n'y a parler. pas de responsable communication. Donc voilà, mais nous, très rapidement, c'est un truc qu'on a essayé de faire. Par exemple, tu demandais où nous trouver. Je vous déconseille fortement de fréquenter mes réseaux sociaux. Ils ne sont pas intéressants. Je suis mauvais sur Twitter, mauvais sur LinkedIn, catastrophe partout. Il y a des gens dans mon équipe qui font ça très bien. Ils postent du contenu intéressant. Ils ont beaucoup plus d'influence que moi. Et donc, suivez-les. Allez sur shine.fr si vous voulez savoir ce qu'on fait. Mais moi, personnellement, je ne fais pas ça bien. Donc, on essaye, et c'est un truc qu'on essaye de promouvoir. On pense que c'est mieux pour tout le monde comme ça. C'est une expérience intéressante pour les gens chez nous. C'est du contenu de meilleure qualité pour les gens qui regardent. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Tu es bien représentatif de ça, parce que tu es quand même le seul ici. Voilà, Alexandra n'a pas région Île-de-France sur son... Pierre-Antoine, chez vous, chez IBAN First, c'est vrai qu'on te voit beaucoup toi, on voit aussi des pilotes de Formule 1 d'ailleurs de temps en temps, mais comment tu le vis toi, et est-ce que tu essayes aussi d'accompagner un peu un certain nombre de personnes, parce que c'est aussi une opportunité, je veux dire, par rapport à des grosses boîtes qui ne sont pas incarner une entreprise, c'est quand même quelque chose de bien aussi. Non, bien sûr. Je ne sais pas si ça marche. Non, peut-être celui d'à côté. 1, 2. Bon. Toujours pas. On y est. Non. Okay. Alors, parlez tous en même temps dans vos micros. On va voir. Allô. Ah, ça marche. J'en ai un qui marche. Vas-y. Ça marche, ça marche. Ouais. C'est bon. Et c'est bon, sauf si t'as le Covid, mais bon, ça, on verra après, quoi. Mais donc, ouais, donc ta question, c'était... Enfin, déjà, il y a un truc, c'est quand tu crées une boîte, au départ, tu es obligé, c'est toi qui es le porte-parole de la boîte. Donc, tu es porte-parole dans les médias, mais aussi à tout moment auprès des investisseurs, auprès des talents que tu veux embaucher. Donc, tu es obligé de toute la journée. En fait, tu es un super vendeur qui est là pour vendre ton projet. Donc, tu le vends aussi bien, encore une fois, à des clients, à des investisseurs ou à des talents que tu veux recruter, mais aussi, in fine, à des journalistes, à des médias. Et donc, c'est pour ça qu'on te voit. Donc, au départ d'une société, je pense que c'est extrêmement naturel et normal d'être relativement visible. Et après, en effet, moi j'aime bien aussi le concept de faire grandir des gens dans la société, parce que ce qui est bien, c'est quand on lève des fonds, on peut avoir des super talents qui viennent avec nous. Et lorsqu'on a des super talents, on peut se spécialiser, on peut montrer des gens qui vont parler très bien et mieux que moi, par exemple, pour parler de RH, par exemple, moi j'ai des gens chez moi qui sont 10 fois meilleurs que moi, et je suis très content quand il y a des sujets comme ça qui viennent, que ce ne soit pas moi qui parle. Donc c'est super en effet de faire monter des gens dans la structure. Et après, il y a le truc que tu as dit aussi, et après je pense qu'on a une certaine maturité. Il y a quelque chose aussi qui se passe, c'est qu'il y a d'autres gens qu'on peut faire venir encore. Et nous, par exemple, c'est via le sponsoring aussi. On s'entend bien avec Romain Grosjean depuis des années. Et Romain Grosjean, voilà, c'est pas Lewis Hamilton, mais en tous les cas, il est très souvent avec nous pour raconter ses expériences. Et on fait plein de parallèles entre le sport de haut niveau et ce qu'on fait dans la boîte. Et c'est aussi un speaker de la société, in fine, voilà, en tant que Romain Grosjean. En fait, j'allais dire qu'il fallait recruter un acteur ou une actrice pour représenter la boîte. Comme ça pourrait remplacer la figure du founder. Mais finalement, c'est presque ce que tu as fait avec Romain Grosjean. Mais exactement. Mais en fait, dans ma société précédente qui s'appelait Saxo Bank, au départ de Saxo Bank aussi, je parlais beaucoup partout. J'avais écrit des livres sur le trading, etc. Et puis, à un moment donné, je me sentais dépassé par la chose. Et on a embauché un super économiste qui est toujours chez Saxo Bank, qui s'appelle Christopher Dembick et qui parle tout le temps dans les médias maintenant, et qui est la figure de Saxo Bank, qui est un peu voilà, l'acteur qui est mis en avant par Saxo Bank. Et qui apporte en plus du fond, quoi. C'est pas que de la forme, donc c'est intéressant finalement par rapport à l'activité. Ah ouais, bien sûr. C'est pas juste des claquettes, quoi. Ah ouais, non, Christopher, il n'est pas là pour porter un drapeau en disant regardez comme la marque est jolie, quoi. Il est très fort aussi pour parler d'économie et voilà. Jean Nicolini,
toi, tu travailles chez Sénat. Chez Sénat, les cofondateurs sont partis. Donc, tu es dans justement le poste figure de proue de l'entrepreneur. Comment ça se vit? Comment on fait en sorte qu'une marque devienne plus forte que le CEO? Ouais, c'est... Ou que le fondateur, d'ailleurs. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, moi, j'étais un des 3 cofondateurs. Ouais. Donc, on était 3. Et c'est vrai qu'en début d'année, il y en a 2 qui sont partis. Et donc, et un nouveau DG qui est arrivé. Donc, il n'y avait plus la figure de proue de Sénat et l'image. Je pense que Nicolas a parlé des médias. On a évoqué les investisseurs. Moi, ce qui m'a... Un peu la crainte qu'on avait lorsque les deux sont partis, c'est aussi vis-à-vis des partenaires. C'est tous les gens avec qui on travaille, que ce soit nos courtiers, que ce soit nos réassureurs, que ce soit même l'ACPR. En mode, il n'y a plus la figure, enfin les visages changent. Et une des craintes que moi j'avais, personnellement, c'était que certains de mes partenaires m'abandonnent. En mode, non, mais la boîte, c'est juste les personnes qui la fondent. S'il y en a 2 sur 3 qui partent, et puis c'est pas le plus visible qui reste, je vous abandonne. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'aucun de nos partenaires nous a lâchés. Et maintenant, avec un peu de recul, avec plusieurs mois, c'était en début d'année, donc avec 9-10 mois de recul, quand je parle à ces partenaires et que je leur dis, en vrai, pourquoi tu es resté? Pourquoi tu as continué? Je vois qu'il y a 2 trucs qui ressortent toujours. Alors évidemment, ça n'a pas été facile, évidemment, on a fait la transition, évidemment, on a fait le tour des partenaires et tout, mais il y a quand même 2 éléments qui ressortent toujours. C'est les gens. Et c'est un truc qu'on avait fait chez Sénat depuis le début, et on en est assez fiers. C'est qu'on met les équipes en avant vis-à-vis des partenaires, c'est qu'ils ne parlent pas aux fondateurs, toujours. Au début, il n'y a que des fondateurs au début, donc oui, mais après, très vite, on responsabilise les gens et on les met face à nos partenaires. Et donc, en fait, c'est eux le visage de la boîte pour nos partenaires. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le projet. En fait, quand la boîte a une valeur intrinsèque et qu'elle apporte vraiment quelque chose, en fait, faisons confiance à ça, quoi. Faisons confiance à ce qu'on apporte à nos clients. Et en fait, ça dépasse de loin la figure du fondateur. Est-ce que vous auriez des inspirations d'entrepreneurs plus discrets qui peuvent être inspirants justement pour le sujet du jour? Ça vous parle? On n'avait pas préparé cette question, mais... Ok. Ouais, donc c'était des entrepreneurs plus discrets, tu disais. Ouais. S'ils sont plus discrets, en fait, on les voit moins, donc ils sont moins inspirants. Non, mais il peut y avoir du coup des sociétés énormes qui vont avoir des personnes derrière qu'on voit moins. Tu vois, même à la limite, on le voit, Tim Cook, mais je pense que c'est pas assez fort, parce que là, on parle fort, à mon avis. Un Tim Cook ou par rapport à Steve Jobs encore, bon, je sais pas si c'est le bon exemple, mais... Non, tu vois, par exemple, il y a Geoffroy Guigou qui est là-haut. Tu vois, lui, c'est un entrepreneur très discret. Et c'est lui qui nous aide à mettre le son plus fort. Ouais. Mais il est discret et il fait une boîte incroyable. Tu vois, tu le connaissais, Geoffroy Guigou? Mais lui, je l'ai reçu sur mon podcast. Ah oui, tu l'as reçu sur ton podcast, c'est vrai. Voilà, tu vois, donc il est discret, pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai qu'il est... Enfin, par exemple, United, il y a 2 cofondateurs qui sont un peu plus discrets que la plupart d'autres fondateurs dans les fintech et qui sont carrément top, quoi. Et qui ont, il y a une super culture dans la boîte, c'est une super société, etc., etc. Et c'est pas pour autant qu'ils sont aux 20h tous les soirs, quoi. Donc, et c'est un sujet abordé quand vous, toi, tu as fait des opérations aussi avec des groupes, mais quand vous faites racheter, quand vous faites des opérations, on en parle de ça ou c'est Ouais, et par exemple, pour United, enfin je parle pour United, mais en fait, ce qui est un truc intéressant, c'est que pendant longtemps, ils ne communiquaient pas sur leur levée de fonds. Je sais pas si, alors que tout le monde communique sur une levée de fonds. Et tu vois, c'est marrant. Et pourtant, voilà, c'est une super boîte et ils n'ont jamais eu besoin de communiquer sur des levées de fonds. Parce que voilà, ils trouvaient ça inintéressant et pas comme un marqueur de succès de la société, spécialement la levée de fonds. Donc voilà. Et sinon, ouais, bien sûr, ça peut être. Je pense que c'est très important lors justement d'opérations capitalistiques de regarder si jamais le fondateur dit pas n'importe quoi dans les médias, ou alors si sa présence, ou alors si justement c'est une valeur ajoutée à la boîte, quoi. Donc bien sûr. Alexandra, je reviens à toi juste après, chez les hommes et femmes politiques, femmes et hommes politiques devrais-je dire, c'est un peu la même chose. Je veux dire, vous avez quand même
enfin, tu es là, tu es venu dans mes bureaux, tu vas dans les médias à droite, à gauche, et derrière, vous avez quand même énormément de décisions à prendre, d'assemblées à tenir, de savoir à downloader. Enfin, comment on gère ça? Ouais, alors c'est vrai que dans tout ce que j'entends, je vois pas mal de liens avec la politique. C'est pas non plus. Il y a aussi beaucoup de talent dans ceux qu'on voit pas tous les jours et à la télé. Et il y a aussi des personnalités politiques de premier plan qui sont pas les plus charismatiques, mais qui ont beaucoup d'idées à porter pour le pays. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un attrait, mais je pense qu'il y a un énorme parallèle pour voilà, la personne capable de bien s'exprimer, d'être attrayante, etc. Et alors, dans le cas de l'entrepreneuriat, dans tous les cas, ça cache quelque chose de concret, de positif. En politique, pas toujours. C'est ça un peu le problème. Donc voilà, c'est vrai que ça me marque. Et c'est vrai que nous aussi, notre job à la région, c'est pas seulement ne voir que les pépites, c'est essayer aussi d'aller chercher, et je reviens sur tous les territoires, les fintechs, c'est un peu différent. Je pense que vous êtes tous pas mal à Paris, Hauts-de-Seine, etc., mais sur tout un tas d'autres sujets, d'aller chercher des gens qui ne sont pas du tout dans la démarche de se mettre en avant et de vraiment pouvoir aider tout le monde. Quand on bosse sur l'intelligence artificielle, là, pour le coup, on ne va pas trop aller aider le grand groupe qui est capable d'embaucher la pépite en IA. On va essayer d'aider les petites PME pour qui c'est pas du tout ancré dans leur esprit, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est une de nos missions. C'est vraiment de se rendre accessible à tous. Et puis pour revenir à la question, oui, moi je fais beaucoup, mais ça pour moi ce que je fais là, c'est pas que de la représentation, c'est vous faire connaître ce qu'on fait, parce que nous on a un problème, on a beaucoup de mal à passer le mur du son de façon générale. C'est vrai que les gens sont très intéressés, et c'est tout à fait normal par le national, mais il y a des acteurs locaux qui peuvent les aider, donc c'est les faire connaître. Ce que je disais un peu tout à l'heure, oui, c'est que même quand il y a un amas, voilà, donc ça fait partie de mon job. Et puis après, là, j'enchaîne avec une réunion. On va faire l'arbitrage budgétaire sur qu'est-ce qu'on finance plus qu'autre chose l'année prochaine à la région. Mais c'est aussi aller à la rencontre. Cet après-midi, je suis en Seine-et-Marne avec le MEDEF qui inaugure son nouveau site. Et voilà, je vais parler de ce qu'on fait pour la Seine-et-Marne. Donc, pour faire connaître et puis aussi pour valoriser les gens. Très bien. En effet, mais je ne savais pas tout ça, donc tu vois, ça sert à quelque chose, on va te contacter. Yes. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Je prenais le micro au cas où, mais, okay. Mais cela dit, alors, un grand bravo à Pierre-Antoine d'avoir répondu aussi bien à la question. Je suis complètement d'accord sur l'exemple choisi, donc bravo. Et oui, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut retenir que c'est une toute petite partie du boulot, normalement. Si une fondatrice ou un fondateur d'entreprise pense que être dans les médias, ça va être le gros de son travail, faut peut-être revoir les choses, parce que en revanche, tu posais la question sur dans le cas d'un rapprochement avec un grand groupe, etc., la place des fondateurs. Là, oui, le sujet est plus compliqué, mais il ne se limite pas vraiment à la prise de parole publique. C'est vraiment la place dans l'entreprise. Et ça, c'est une question, je pense, beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante aussi, parce qu'elle est très proche du fonctionnement de l'entreprise. C'est comment, quand on a au début était que 2-3 et tout fait tout seul, on grossit en déléguant progressivement de plus en plus de choses, en décentralisant les décisions, et puis absolument toute l'activité, mais de manière continue. Et ça, c'est un sujet que je trouve difficile et compliqué, parce que certains vous disent non, en fait, du jour au lendemain, il faut faire un Big Bang, il ne faut plus toucher à rien, il faut laisser les gens faire leurs propres expériences, se tromper, apprendre, etc. Ce qui se tient. Il y en a qui vous disent au contraire, il faut complètement garder la main sur tout. Regarde Elon Musk, il est dans toutes les réunions et donc il faut micromanager absolument toute la boîte. Ça se tient vraisemblablement aussi. On essaye, nous, de faire un peu entre les deux. Je ne sais pas ce que ça donne, mais ça c'est une vraie question. Et à notre sens, la prise de parole publique est un élément de ce sujet-là, mais il se pose. Et dans le cas d'un rapprochement, je reviens juste là-dessus parce que je ne voudrais pas donner l'impression d'éluder la question. Quand la Société Générale a racheté Shine, la première question, ça a été comment on fait pour que vous ne partiez pas. Et évidemment, je les comprends. C'est-à-dire que l'impression que ça donne et la représentation dans les médias peut donner l'illusion que toute l'entreprise repose sur deux personnes dans notre cas. C'est évidemment pas le cas au quotidien. Et donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour essayer de retenir les gens. Mais encore une fois, dans notre cas, là, tout de suite, la question ne se pose pas. On est content de contribuer. Mais c'est une question assez large. Et la représentation publique, c'est juste un élément de tout ça.
là-dessus, alors tu vois, je reviens juste sur ce que tu disais et je m'inclus un tout petit peu dans ce panel, excusez-moi, mais tu vois, mes podcasts en l'occurrence et tous les contenus qu'on a créés autour ont apporté à Cosa Vostra, ma société, près de 1000 leads en un an. On a fait 50% de croissance. Je veux dire, faut pas se fourvoyer. En effet, mon rôle, il est de gérer une centaine de personnes. Mais ça fonctionne aussi. Alors après, on l'a dédupliqué, c'est-à-dire que c'est pas que mon podcast, c'est ensuite les podcasts de mes associés et éventuellement d'autres personnes. Mais je veux dire, dans la société, hein, qui sont pas associés. Mais donc, il y a quand même une ficelle qui fonctionne. Et donc, faut pas non plus la mettre de côté, non? Alors, oui, mais je pense qu'on a tendance naturellement, avant de créer une première boîte, à surestimer très 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 largement l'impact qu'auront les parutions médiatiques dans l'acquisition. C'est-à-dire que nous, on a eu tout ce que vous voulez, des TechCrunch, des télés, des machins, des journaux de grand public et tout, de beaux articles. En termes de lead, ça nous a franchement pas apporté grand-chose. Et les premières fois, mais en l'occurrence, ça m'était déjà arrivé dans le passé, donc j'étais pas étonné, mais la première fois qu'on fait une télé à 1 heure de grande écoute ou un truc comme ça, on se dit, mon site web va tomber, je vais avoir plus de clients que toute l'année dernière et tout. Alors ça dépend peut-être des métiers, peut-être que quand on a des services très B2C, c'est plus le cas, mais nous, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on essaye de pas oublier, toutes les prises de parole qu'on fait. Et je ne parle pas uniquement des interviews, là dans mon cas, mais dès qu'on essaie de prendre la parole publiquement dans les médias avec Shine, c'est pas pour faire de l'acquisition client, c'est pour que les gens comprennent mieux l'entreprise qu'on crée, ce qu'on essaye de faire. Et donc c'est contribuer à la culture, c'est important pour les gens de la boîte aussi, parce qu'ils lisent ça et donc ils voient ce sur quoi on met l'accent en public. Mais c'est pour que nos clients potentiels non pas convertissent en voyant l'article, mais se disent d'accord, cette société, voilà ce qu'elle essaie de construire, voilà comment elle essaie de le faire, voilà ce qui est important pour ces gens et ce que je me retrouve là-dedans. Et à titre personnel, là où je vois le plus l'impact direct des prises de parole que je fais, c'est dans le recrutement. Pour le coup, 100% des gens que je vois en entretien me disent « Ah, j'ai vu ta vidéo ou ton podcast, ou etc. » Enfin, j'ai écouté ton podcast ou autre. Et voilà, j'ai trouvé ça. Alors, tu parlais de ça, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et voilà. Donc, là, oui, là, il y a un impact concret. Ce qui est un sujet très important. Ce qui est évidemment un sujet primordial, ouais. Et alors, du coup, tu disais ça, on parle, alors dans la FinTech, souvent on voit des institutions, en tout cas la finance en particulier, plutôt que la FinTech, on voyait plutôt ces institutions un peu de marbre comme ça. On a besoin un peu de confiance, de plein de choses. Est-ce qu'il y a justement, qu'apportent finalement ces grands groupes financiers? Est-ce que justement il ne peut pas y avoir un effet de bord un peu mauvais, d'avoir une personnalité uniquement chaleureuse, organique, etc., qui représente une FinTech, parce qu'il faut typiquement qu'elle inspire la confiance, parce que vous êtes dans des métiers où la confiance est reine, quoi. Ouais. D'ailleurs, juste une parenthèse, parce que tu dis, ouais, t'as pas eu ton site internet qui explose, parce que même si tu as fait le 20h et tout, mais il y a un truc à faire, c'est passer dans son podcast. Et là, t'as pas ton site internet qui explose, mais tu as quand même, j'ai jamais eu autant de connexions sur LinkedIn après ton podcast. C'est vrai. C'est l'ego qui explose après. Et donc, non, mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que pour parler de ce sujet, c'est qu'en fait, quand tu es vraiment bon là-dedans, je pense que par contre, tu peux vraiment le pousser à fond. Par exemple, toi, c'est sûr que tu es super bon pour faire ça. Et donc, du coup, donc, du coup, c'est vachement important que tu le pousses au maximum en tant que fondateur, dirigeant de Cosa Vostra, parce que ça t'apporte énormément à la boîte. Tout à l'heure, il est parti, mais il y avait Marc Fiorentino aussi qui était là. Moi, j'adore Marc Fiorentino. Voilà. Et qui, lui, de la même manière, c'est sa personnalité qui lui a permis de très bien valoriser sa boîte et de gagner des clients. Les gens, la pertinence de ses contenus, la pertinence, il est super bon. Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est parce qu'il est super bon. C'est une machine pour faire ça. Ça veut dire il fait des newsletters tous les matins, il se lève à 6h du matin pour le faire et il écrit bien et ça marche bien. Mais donc il faut que ça soit dans son ADN en fait. Si c'est pas dans ton ADN, je pense que en effet il faut pas passer trop de temps là-dessus dans la représentation parce que sinon c'est pas possible. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean? Ça marche? Ouais. Si je tousse un peu, c'est la cigarette. Je rebondis sur ta question sur la confiance. La confiance, tu vois, nous dans le secteur des assurances, la confiance est essentielle. Il y a toutes les relations entre assureurs et courtiers, assureurs et réassureurs sont basées sur la confiance.
qu'ils nous fassent confiance, mais que nous aussi, on leur fasse confiance. Si on commence à dire que c'est juste un titu personae et que c'est genre je fais confiance au fondateur ou à un des cofondateurs, en fait, on loupe un truc. Et quand on regarde clairement pourquoi on fait confiance à certains ou pourquoi d'autres nous font confiance, c'est pas juste parce que je suis sympa et que je t'ai pas fait de sale crasse ces dernières années. C'est juste qu'ils ont confiance en la boîte. Ils ont confiance dans la manière d'exécuter de la boîte. Et ça dépasse la figure de l'entrepreneur ou du fondateur. Et d'ailleurs, ceux à qui on ne fait pas confiance, généralement, c'est « Ah oui, je ne fais pas confiance à cette boîte parce qu'elle a fait un sale coup il y a 3 ans. » Et mettons vachement plus en avant la manière d'exécuter et la culture de l'entreprise sur l'exécution, plutôt que juste « Ouais, lui, il a l'air sympa, je crois que je lui fais confiance. » Sachant qu'il faut quand même prendre en considération un vecteur temps, c'est-à-dire que tu disais chez moi, mais les contenus chez moi, ça prend 50% de mon temps presque, 45, 40, ouais. Donc du coup, quoi qu'il arrive, je réduis la marge de manœuvre que j'ai pour gérer des équipes, des projets, etc. etc. Et ça, il faut savoir aussi le gérer, parce que chez certains, ça va être une omniprésence et ça marche. Chez d'autres, ça va être très 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 limité et ça marche. Hein, on parlait tout à l'heure de United Credit. Donc, comment on peut placer ces curseurs? Est-ce que c'est juste, ça dépend des personnes? Et comment on évite de finir gourou, quoi, aussi. Gourou. Ouais, non, mais c'est une question d'ADN, vraiment, si on est bon ou pas pour le faire et si ça apporte quelque chose à la boîte. Donc, c'est comme ça que tu places le curseur. Et il y a des moments de vie dans la boîte où c'est important. Quand tu lèves des fonds, par exemple, c'est bien qu'on te voit. Une fois que quand tu viens de lever des fonds, souvent, on voit moins les fondateurs juste après parce qu'ils viennent de lever, ils ont envie de se reposer, ils n'ont plus envie de parler. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça qui compte. Je pense aussi il faut être bien entouré aussi pour le faire. Ça veut dire que souvent il y a beaucoup de gens qui sont jeunes quand ils montent des boîtes et qui au départ tout seuls sont face aux médias et ça peut être un problème. Pour eux, et c'est important qu'ils aient des agences pour les aider ou des gens qui leur disent. Enfin, moi, j'ai une petite histoire, par exemple, avec ça. C'est il y a 10 ans, il y a François Ruffin qui m'a contacté, mais à l'époque, il était journaliste pour France Inter. Je ne savais pas qui c'était. À l'époque, je travaillais avec une agence, mais il m'appelle en direct. Et moi, comme un débile, je n'appelle pas l'agence en disant il y a un journaliste qui veut me parler et qui s'appelle François Ruffin. Et en fait, donc il m'appelle, il me dit je peux venir dans tes bureaux. Je dis oui. Il vient dans mes bureaux et je lui raconte plein de trucs. Et il m'enregistre. Et je trouve super sympa, en plus, c'est super sympa François Ruffin, hein, il est vraiment très malin. Hein. Et il m'enregistre. Et à l'époque, on faisait du courtage en ligne pour les particuliers qui faisaient du trading sur les devises. Donc, et je dis à un moment donné, tu vois là sur mon écran, et il y avait mon écran qui fait un bruit, et tu vois, je viens d'acheter 1 million, et ça faisait ding. Et 5 secondes après, je reclique et je dis, tu vois, je viens de revendre 1 million, et je viens de gagner 1 000 € en 5 secondes. Et je dis ça. Mais je sais pas, c'était... voilà. Et il n'y a que ça qui est sorti. Et il enregistre ça. Et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, il n'y avait pas mon nom après, mais en tous les cas, il y avait son émission qui était 3 fois par semaine, et j'étais dans le générique de toute son émission. À chaque fois, il y avait une musique avec des gens, on entendait des gens qui étaient sur des barricades en disant ouais, je veux plus d'argent, parce que je sais pas quoi, augmenter les allocations de 100 €, c'est important. Et après, on entendait ma voix, tu vois, en 5 secondes, j'ai gagné 1 000 € avec le petit bruit ding. C'était horrible, c'était horrible. Mais donc il faut bien se faire accompagner parce que moi, maintenant je ferai plus le même truc, quoi. C'est sûr. Maintenant, il faut que quelqu'un m'appelle, je vérifie bien qui c'est et j'appelle mon agence. On me dit est-ce qu'on peut lui reparler à eux? Est-ce qu'on peut faire capital ou pas? C'est non. Mais par exemple, ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut aller voir Mathieu Stéphanie? C'est oui. Bien sûr. Voilà. Merci à tous les 4. On n'oublie pas qu'on peut contacter Alexandra si on veut dialoguer avec la région, des grandes entreprises, avoir des super projets. Et puis vous 4, alors on ne suit pas tout le monde sur LinkedIn, semble-t-il, parce que ça ne marche pas, mais voilà, on peut vous écrire aussi. Et puis on fait... Vous pouvez me suivre, mais pas m'écrire sur LinkedIn. et puis on fait attention à ne pas en faire trop, donc c'est ce qu'on se dit. Mais il faut savoir en faire suffisamment, je pense, quand même, notamment en début d'aventure entrepreneuriale. Merci à tous les 4, merci beaucoup.